Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Mes invités sont des personnalités qui partagent un rapport sensible, engagé et exigeant à leur métier. Ils peuvent être artisans, producteurs, entrepreneurs et créateurs de marques, chefs, restaurateurs, hôteliers, sommeliers, journalistes gastronomiques, experts du goût, acteurs du local, du vivant et de la gastronomie durable. Ils ont en commun de porter une vision, une passion et surtout une démarche sincère dans ce qu'ils créent ou ce qu'ils transmettent. Aujourd'hui, mes invités du jour sont Sarah Gerlichet, l'attachée de presse spécialisée en hôtellerie de luxe, chef et restaurant qui accompagne les talents d'aujourd'hui et de demain à être visibles dans les médias. Bonjour Sarah. Salut Virginie. Antoine Vélan, chef de cuisine propriétaire de l'auberge gastronomique La Grange au Loup à Apremont dans l'Oise. Bonjour Antoine. Bonjour. Paul Godard, sommelier et propriétaire du bar à vin Pétard, situé dans le 11e arrondissement. Bonjour Paul. Bonjour. Et Caroline Melconian, diététicienne, nutritionniste, gourmande et passionnée d'alimentation, qui par ailleurs est la créatrice du podcast CUNU, dans lequel on parle d'alimentation durable. Bonjour Caroline. Bonjour Virginie. Alors Caroline, je te garde. Tu as eu plusieurs vies professionnelles. Quel est le fil conducteur entre toutes ? Alors oui, en effet, j'ai un parcours assez atypique. Je pense que la cuisine et la pâtisserie m'ont toujours donné envie, mais après le bac, j'ai trouvé que c'était des métiers qui étaient peut-être durs pour des femmes et qui allaient être assez difficiles à gérer après avec une vie de famille. Enfin, il y avait beaucoup de sacrifices à faire. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu tentée par cette voie-là et puis finalement, je me suis dit non, ça va être trop dur. Donc je suis partie dans un BTS diététique, mais où il y avait déjà des cours de cuisine. Donc en fait, le lien a commencé dès ce moment-là. Donc, je suis devenue diététicienne. Par la suite, j'ai passé un CAP pâtisserie parce que la passion est revenue. Mais pareil, je me suis confrontée à la réalité du terrain qui a été assez difficile. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue enseignante en BTS diététique, etc. Donc, voilà, j'ai toujours eu un parcours un peu entre pâtisserie, cuisine, diététique et puis voilà, l'alimentation. Et en faisant un peu le point, en prenant du recul sur tout ce parcours, je pense que ce qui me plaît le plus, finalement, c'est la transmission et le partage. Finalement, à travers tous ces métiers-là, c'est ça que je retrouve comme point commun. Pourquoi tu dis que ça a été difficile ? Quelles sont les difficultés en auxquelles pâtisserie tu as été confrontée ? Tu dis, je me suis retrouvée face à la réalité. Ouais. Et ben déjà, en fait, je pensais que j'allais m'éclater à faire de la pâtisserie toute la journée. Et finalement, je me suis retrouvée dans une cuisine où je voyais plus grand monde, alors que dans mon métier de diététicienne que j'avais fait pendant 4-5 ans, où je voyais plein de gens toute la journée, finalement, je voyais plus personne. Et donc ça m'a vachement manqué. Finalement, les entreprises où j'ai été salariée ont été compliquées. Enfin, finalement, ce qu'on entend, ce qu'on voit dans des séries ou des films sur la restauration, c'était un peu ça, quoi. Finalement, on te dit que tu vas travailler que 4 jours par semaine, mais finalement, les jours où t'es là, t'es un peu corvable à merci. Le patron qui te renvoie ce que t'as fait sur ton plan de travail parce que c'est pas assez bien en me disant que c'est de la merde ce qu'on fait. Enfin, oui, j'ai vraiment été confrontée sur un temps assez court. Hein. Franchement, tout ça, c'est en un an, j'ai vécu des choses comme ça et je me suis dit, en fait, non. Et le projet qui était d'avoir un salon de thé à moi et tout ça, en fait, j'ai tout laissé tomber. Enfin, franchement, ça m'a un peu dégoûtée du métier, finalement. Et finalement, tu t'es retrouvée à faire quelque chose en indépendante et tu y trouves ton compte. Fait. Ouais, carrément. En fait, de fil en aiguille, je suis devenue prof en BTS diététique et j'ai commencé par être prof de cuisine, en fait. Puis petit à petit, prof de nutrition, d'alimentation, donc toutes les matières les plus importantes du BTS diététique. Et ouais, ça a été une vraie vocation finalement. Et j'ai dû créer mon auto-entreprise vu que je suis prestataire en fait des écoles pour lesquelles je travaille. Et après, de fil en aiguille, on m'a contacté pour plein d'autres trucs, quoi. Donc, ça fait 10 ans que je suis auto-entrepreneuse et que finalement, ça marche bien puisqu'on me contacte pour plein de choses très variées. Tu as transformé l'échec ou la difficulté en force. Donc c'est cool. Tout à fait. Oui, je suis ravie de mon parcours aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il faut essayer en tout cas les choses. Je pense que si jamais je m'étais lancée dans la pâtisserie, j'aurais toujours gardé ça dans un coin de ma tête et j'aurais regretté en fait de ne jamais l'avoir fait. Donc oui, aujourd'hui, j'ai pas de regrets, même s'il y a eu des hauts et des bas. Bravo. Sarah. Bonjour Sarah. Salut. Comment tu définirais, toi, aujourd'hui, ton rôle auprès des professionnels de l'hôtellerie et de la gastronomie ? Alors, moi, je me définis comme une grande amoureuse des entrepreneurs.
J'accompagne jamais des marques. Quand les gens me contactent, effectivement, c'est pour les aider, les accompagner dans leur visibilité, pour qu'on sache ce qu'ils font au quotidien, dans la presse et via les réseaux sociaux. Mais moi, je marche vraiment au coup de cœur. Je marche au coup de cœur, il n'y a que comme ça que je sais que je suis bonne, en fait. Et donc, quand j'ai quelqu'un qui me contacte, avant de savoir ce qu'il fait, je lui demande qui il est. Je lui demande qui il est, quel est son parcours, qu'est-ce qui l'anime au quotidien, qu'est-ce qui le rend, quelle est son unicité, qu'est-ce qui rend unique son offre. Et si moi, je réussis à être séduite si je suis séduite et si j'y crois, si je crois dans ce que cet entrepreneur me raconte, alors je vais mettre en œuvre tous les moyens pour qu'on sache ce qu'il fait, pour que les bonnes personnes se mettent en contact avec lui, ou elle évidemment, et pour qu'il ait la notoriété qu'il ou qu'elle mérite. Donc voilà, c'est ce que je propose moi aujourd'hui aux gens, aux entrepreneurs que j'accompagne, qui sont effectivement dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie en particulier. Un domaine dans lequel je suis tombée vraiment par hasard. C'est un domaine que j'aime beaucoup, comme tous, hein, on est en tant comme que... tous les Français. On est français. C'est difficile en tant que Français de pas être des amoureux de la gastronomie. Moi, je suis une fan de fromage, par exemple, tu vois. Mais c'est une grande chance de pouvoir travailler dans ce secteur-là. Donc, je suis tombée là-dedans par hasard. Je suis devenue attachée de presse par hasard. Enfin, ma carrière, elle était pas du tout tracée. On y reviendra peut-être plus tard. J'ai fait des études pour être attachée de presse, mais complètement par hasard. C'est un prof qui m'a parlé de l'école, l'EFAP, l'école que j'ai faite, qui m'en a parlé. J'en avais jamais entendu parler. Moi, j'étais un cas perdu à 18 ans. Vraiment, j'ai eu mon bac au bout de la 3e fois. Oui. Non, mais c'était une catastrophe. Fait quel bac, du coup ? Un bac L. J'ai fait un bac L, mais je me suis accrochée. J'étais très, très mauvaise à l'école. Enfin, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on dit qu'on était mauvais à l'école, mais c'était pas une période évidente pour moi à ce moment-là. L'école, c'était vraiment secondaire. Ce qui m'intéressait vachement, moi, c'était les copains, les bars, fumer des clopes et prendre des coca. On en parlait tout à l'heure. Pendant que les copains sérieux étaient en classe, moi, j'étais vraiment loin d'être un exemple. Et puis un jour, j'ai pas eu le choix que de me mettre dans les études pour avoir... il y a 20 ans, on te disait, en fait, t'as pas le choix, il faut que tu l'aies, ce bac. Après, tu feras ce que tu veux, mais au moins, aie ce bac. Je m'y suis remise. J'ai eu des profs particuliers, j'ai été dans des boîtes à bac, que je sais même pas si ça existe encore, pour pouvoir l'avoir. Et un prof je crois qu'il m'a cerné. J'avais un prof de maths qui m'a cerné, qui m'a dit, je pense que t'irais bien dans cette école. Et l'EFAP. Il me parlait de cette école, l'EFAP, l'école française des attachés de presse. Je sais pas comment il a pu voir ça. Écoute, et c'est comme ça que je me suis renseignée sur cette école. Et effectivement, je me suis dit, ça peut être cool. Il y a des marques, tu peux entrer en contact avec des marques, tu peux accompagner des marques intéressantes, cool. Viens, j'ai été tapée à l'école, à la porte de cette école, pardon. Et tu es rentrée. J'y suis rentrée, j'ai fait mes études là-bas, et c'est comme ça, complètement par hasard, que je suis tombée dans le monde des relations presse. Et puis après, il y a eu tout un cheminement, voilà, qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui, mais c'était pas donné. Bravo. Que des parcours intéressants, en fait, à cette table. C'est bien. Paul, bonjour. Bonjour, très cher. Quel a été le moment précis où l'envie d'entreprendre a dépassé le confort d'une grande maison ? Parce que pourquoi je parle d'une grande maison ? Écoute, oui, une grande maison, en effet, dans laquelle j'ai passé pas mal d'années. En l'occurrence, le Georges V à Paris. Voilà. Une petite auberge de quartier, comme on aimait bien l'appeler. Toute simple, modeste. En fait, c'est un concours de circonstances parce que j'avais rencontré mon associé dans une expérience précédente au Plaza Athénée, donc une autre auberge de quartier, bien sûr. Pas très loin en l'occurrence. On est toujours resté en contact. Lui est resté au Plaza Athénée, moi je suis parti au Georges V. On a fait nos petits bouts de carrière respectifs pendant 5 ans à peu près, grosso modo, chacun de notre côté. Et arrive le Covid, comme pour beaucoup de personnes, on a eu le temps de réfléchir. On a eu le temps de se poser, de rediscuter, de reprendre le temps, de voir des gens qu'on n'avait pas le temps de voir habituellement, en l'occurrence mon associé, parce qu'on bossait tous comme des fous. On a passé plusieurs soirées ensemble à discuter, à refaire le monde, et on s'est dit, bon, on adore ce qu'on fait,
On est très heureux d'être dans ce contexte de luxe, de rigueur, où on a appris énormément et où on s'est développé, humainement et professionnellement, où on a rencontré beaucoup de monde aussi. Mais il manquait quelque chose. En fait, on avait besoin de cette liberté supplémentaire, de sortir de ce cadre luxe et ultra exigeant et de créer quelque chose à nous. Alors au début, on ne savait pas trop quoi. On s'était dit, on est amoureux de vin. Moi, étant sommelier, mon associé étant amoureux de vin comme moi. Bon, pourquoi pas monter un resto, pourquoi pas un bar à vin. Et puis l'idée est venue au fur et à mesure, tranquillement. Et là, ça fait combien de temps, Là, Pétard ça fait 2 ans, Pétard, depuis le 28 décembre. Là. On a ouvert un 28 décembre, ce qui est une date un peu bizarre pour beaucoup de gens. La réponse est très simple. On a eu les clés le 30. On a ouvert le 28 parce qu'on s'est dit, allons-y, quoi. On n'a pas de temps à perdre, pas d'argent à perdre. Les gens tapent déjà à la porte. Allons-y, quoi. La cave est pleine. Génial. Allons-y. C'est parti. Bravo, Paul. Merci. Alors, Antoine, ton parcours t'a mené à être à la fois cuisinier et pâtissier. Exact. Comment tu réussis à concilier ces deux identités? Alors, en fait, parcours simple, partie théorique classique, collège, lycée, après lycée hôtelier à Compiègne, école hôtelière à Compiègne, 2 ans. Il y avait encore le BEP à l'époque, donc CAP, BEP. Au bout de la 2e année de BEP, on a fait un peu les cons à l'internat avec les copains de Chambray, donc ils m'ont pas gardé. Donc il a fallu que je migre dans les Ardennes. Donc je suis parti Oh là là, mais ça c'est... Je suis parti à Bazeilles, dans les Ardennes, pour faire mon bac pro. Mon bac pro, j'ai eu la chance d'avoir un prof de cuisine assez sympa, qui m'a quand même bien appuyé, et qui m'a bien mis aussi en valeur par rapport à ce que je savais déjà faire. J'ai fait une mention complémentaire pâtisserie derrière, parce que vraiment, j'avais pour moi un champ d'action sur la pâtisserie beaucoup plus ouvert que sur la cuisine. Je tombe sur un prof extraordinaire, qui me prend comme son fils. Et pendant 1 an, en fait, je travaille avec lui, mais comme si j'étais son cadet, quoi. Donc, je sors avec une mention premier, 19 sur 20, enfin, la totale. Et je me dis, ouais, cette partie pâtisserie-là, en fait, c'est celle qui m'anime. Donc, pendant 20 ans, pâtisserie. Après Covid, pour tout le monde, hein, ça a marqué les esprits. Ouais. Covid, on s'assoit, on réfléchit, on se dit, on fait quoi? On continue, on s'arrête, on ouvre quelque chose à soi, on continue de travailler pour les autres. Entre deux, j'avais déjà monté une première société quand je travaillais sur Bordeaux de chef conseil. Alors, il faut quand même préciser. Sucré. Faut préciser que tu as travaillé avec François. Oui, après, c'est là où ça commence à être intéressant. En fait, j'ai pas mal vadrouillé entre la sortie de l'école. J'ai fait 1 an à Courcelles-sur-Vesle, au château de Courcelles, qui était un relais château, qui l'est toujours d'ailleurs, qui a repris une étoile cette année. De là, j'ai voulu partir parce que la France m'énervait. Il y avait des impôts, il y avait des trucs comme ça qui commençaient un peu... Il y avait la SNCF. Ouais, aussi, ouais. Et j'aimais pas trop, en fait. Donc, les indétrônables. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de trop rester, des fois. Donc, je suis parti au Portugal pendant 3 ans. Au Portugal, Relais Château. Je me suis servi vraiment du réseau Relais Château, en fait, pour entrer dans un hôtel-restaurant qui est vraiment bord de plage à côté de Lisbonne, à Cascais. Donc là, je me suis éclaté pendant 3 ans. C'était top. Pendant ces 3 ans... Donc, tu étais pâtissier? Ah ouais, je suis parti pâtissier. Je suis parti pâtissier avec vraiment l'envie de faire une carrière de pâtissier, quoi. Là-bas, je rencontre ma femme qui était elle sur Paris, moi sur Lisbonne. On essaye de trouver un endroit commun pour essayer de vivre un truc. Donc le Luxembourg, l'Allemagne, l'Irlande, on fait un peu le tour. On se dit, tiens, c'est pas mal, il y a la Suisse. Et j'avais un ancien chef pâtissier, mon chef pâtissier de Courcelles-sur-Vesle, justement, qui était donc en Suisse, qui me dit, moi j'ai besoin d'un sous-chef, donc si tu veux, tu viens. On est parti en Suisse, 6 ans. Après, je rencontre... une annonce en fait comme quoi François Adamski recherche un chef pâtissier parce qu'il venait d'avoir le MOF, c'était tout récent, il était 2007, donc on était en 2009, et il cherchait un chef pâtissier parce que le sien s'en allait, donc voilà. Et moi je voulais travailler en fait avec du prestigieux aussi, du MOF, ou en me disant peut-être passez-moi le concours, enfin voilà, on était vraiment dans des grands dossiers, quoi. Ma femme me fait mon dossier de candidature, elle l'envoie. Et puis, on reçoit le courrier, entretien. Donc, j'étais passé 3 jours d'entretien. Il était encore à Bourges. Donc, arrivé à Bourges, je ne sais pas si vous connaissez Bourges. Je ne vais pas dire que c'est pas... Je ne connais pas, mais j'ai l'impression que c'est une punition. Non, mais on fait vite le tour, quoi. Ah, d'accord. On fait vite le tour à Bourges. Après, c'est très sympa, hein, mais on fait vite le tour quand même. Okay. Donc, je me dis, ouais, super. Bourges, ok, cool. Et donc, à la fin de l'entretien, on va travailler ensemble. Ok, ça, c'est top. Très bonne nouvelle. Et François, il me dit, par contre, ça ne sera pas à Bourges. On part à Bordeaux. Ok. Donc, on déménage, Bordeaux. Donc, Suisse-Bordeaux. J'ai fait 4 ans au Gabriel avec François et on a continué à travailler ensemble pendant au moins 6-8 ans derrière, je crois, à peu près. Où là, j'ai monté ma boîte de chef conseil en pâtisserie. Il me faisait intervenir sur des dossiers qu'il prenait lui en consultant cuisine. Ça s'est arrêté parce que c'était un peu compliqué. En fait, il y a un moment, quand j'ai arrêté de travailler en tant que salarié sur Bordeaux, il a fallu que je m'invente mon métier.
que je créais mon job en fait. C'est pour ça que j'ai créé ma société de chef consultant. Donc après voilà, la vie bordelaise en fait commence à changer un peu, on commence à faire un peu le tour, il y avait plus trop de travail, c'était un peu compliqué. On remonte sur Paris pour me remettre dans le chemin en fait, on va dire, pour remettre un bon pied à l'étrier. Je rentre chez Akram, donc rue de la Madeleine, enfin boulevard de la Madeleine, rue Tronchet exactement. Où là pendant un an, je me fais secouer de partout parce que Akram avec son délire culinaire et sa bonhomie en fait de cuisinier, il me fait découvrir des trucs où je me dis ouais quand même. Donc il y avait des trucs, enfin c'est un simpliste mais perfectionniste. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup secoué dans ce que j'avais l'habitude de faire. Moi j'étais très typé, on va pas dire palace ou dessert gastro, mais quand même bien marqué. Et en fait, lui, j'ai le meilleur exemple, c'est la cuillère de yaourt, une pâte philo, un coup de cuillère dedans, t'as vu, j'ai un dessert. Ok. Oh, le contraste est fort, là. Le contraste est dur. Donc, quand on arrive vraiment de ce cercle, enfin, de ce cadre très gastro et que Akram, il me prend et qu'il me secoue comme ça, je me dis, ouais, quand même. Donc, par contre, c'était pour la bonne cause. Ouais, c'était pour la bonne cause, c'était pour me remettre dedans, c'était pour retravailler, c'était pour réapprendre aussi à travailler comme il faut. Enfin voilà, j'y allais pour aller chercher quelque chose, quoi, me faire secouer un peu, je pense. Enfin, il y avait un but. Et donc derrière Akram, après, j'ai voulu en fait me rapprocher de chez moi puisque Paris Chantilly, je suis entre Chantilly, Senlis et on va dire Creil, le petit coin qui est là, et 1 heure de train tous les jours. Donc, il y a un moment, on peut les passer à faire autre chose, quoi. Et donc, du coup, je suis rentré, j'ai pris la place de chef pâtissier, en fait, au Hayat, à Chantilly. Enfin, à Vineuil-Saint-Firmin, à côté, en fait. Donc, gros hôtel, grosse structure, séminaire, pas trop de trucs faits maison. Enfin, voilà. Enfin, c'est trop de trucs faits maison, c'est beaucoup de marketing. Donc, en fait, il y a beaucoup de produits 4e gamme, des fois, des fonds de tartelettes en surgelé. Enfin, c'est de la grosse masse de travail, en fait. Donc, quand on est 3 en pâtisserie, il faut pouvoir l'envoyer, quoi. Donc, il y avait une façon de travailler qui, c'était pas mal, mais bon. Et du coup, on va faire autre chose. Et au bout de 2 ans, c'est là qu'on a pris le Covid. Donc, j'ai eu la chance de rentrer juste avant le Covid au Hayat. Donc, c'est pour ça que je vais pas en dire du mal, parce qu'ils m'ont gardé. Donc, mais c'est important, parce que sinon, là, ça aurait été la descente aux enfers. Donc, derrière, j'ai œuvré tant qu'on m'a laissé le faire, et pour pas rembourser ma dette, mais pour les remercier quand même du geste qu'ils avaient fait par rapport à ça. Et après ce Covid, en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on va y aller, parce qu'on va s'installer, parce que sinon, on le fera jamais. Donc, après le Covid, il faut savoir, je devais avoir 40 ans, quoi, un truc dans le style. Pas loin. Ah oui, c'est 2020, c'est ça. Ouais. J'arrive jamais à le remettre, en fait. J'ai oublié de compter les années. Donc, 2020, j'avais 40 ans. Donc, et là, je me dis, ouais, bon, allez, on va regarder pour prendre un resto. J'en parlais avec ma femme, forcément. Ok, mais comment on fait, donc? Comment on fait pour aller chercher du budget? Comment on fait pour aller chercher du financement, du finançable ou des choses comme ça? Donc, je crée cette société de chef consultant, mais là, en cuisinier et en pâtisserie. Donc, je me rapproche encore plus de la cuisine, que j'ai jamais vraiment lâché au final. Et je switch complètement. Donc, vraiment, là, je deviens cuisinier. Je redeviens cuisinier, en fait, en me remettant dans tout ce que j'ai appris à l'école, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que François a pu me montrer, de ce que j'ai vu, en fait, quand eux travaillaient. Et j'ai vraiment toujours, en fait, continué à travailler de mon côté sur cette partie culinaire, quoi. Et donc, je me lance là-dedans. Et pendant 2 ans, j'ai quelques clients. J'interviens sur quelques dossiers super sympas où on me laisse vraiment m'exprimer, on me laisse travailler. Et ça me permet d'engendrer un petit pécule qui me permet après de pouvoir prétendre à un apport ou à un achat sur un bien de restauration. Je croise Dorian Vicard, propriétaire de la Grange au Loup à l'époque, enfin chef gérant. On discute un petit peu, il me dit ouais, j'ai quelques trucs, faudrait qu'on se voit, qu'on parle, et puis comme ça, on verra un peu ce que je peux te trouver ou pas. Et il me dit moi sinon je te vends la Grange. Il faut savoir que la Grange au Loup, il y a une histoire très sympa. J'ai fait mon premier stage de cuisine là-bas en fait en 94. Donc c'est mon premier stage cuisine, là où j'ai acheté en fait aujourd'hui. Donc la cuisine, elle a changé un petit peu, mais je me retrouve un peu dans ce que je connais déjà. Et c'est un restaurant qui est sur site en fait, qui est vraiment un super endroit, quoi, et qui a une très belle renommée déjà avant moi. Donc moi je suis juste en fait le témoin qui passe et qui prend le bâton. Mais non, il y a encore plus de renommée depuis toi. Bah ouais, alors j'espère. Mais oui. On verra au mois de mars. Avec la sortie d'un guide. J'ai rien dit. Tu y prétends? Non, en fait, si on vient voir et puis qu'on me dit vous l'avez, je dirais d'accord. Si on me dit vous l'avez pas. Un guide rouge. Ouais, si on me dit vous l'avez pas, je dirais d'accord. Pas grave. Non, je cours pas après. Je fais ce que je sais faire, je le fais avec mon équipe et ce qui vient. Mais donc tu as un pâtissier? Non,
Pas encore. Donc là, tu fais les deux. Il va arriver là. Ah. Il va arriver. Ouais, non, c'est toujours le personnel. Le personnel, des fois, c'est un sujet un peu sensible. Oh bah, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais je pense qu'il y a pas mal de choses où aujourd'hui on est en train d'évoluer dans le bon sens. Ça reste compliqué, mais il y a des jeunes qui arrivent, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avoir des belles carrières, qui ont envie de faire du beau travail et de bien bosser, quoi. Faut juste attendre qu'ils arrivent, quoi. Et des fois, c'est un peu long d'attendre. Merci Antoine. Caroline, alors toi justement, tu as enseigné donc en BTS diététique. Tu as donc formé les futurs acteurs de la nutrition. Qu'est-ce qui est essentiel à transmettre selon toi pour les jeunes et les moins jeunes? Ouais, alors je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu le monde dans lequel on est, ça va être surtout tout ce qui est la notion un peu d'une alimentation durable, donc qui soit bonne pour la santé, mais aussi pour la planète. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de leur transmettre, même en plus de ce qu'on voit en cours. Mais voilà, en tout cas, vraiment leur parler de saisonnalité, des produits locaux, etc. Et donc même mes étudiants qui pourtant sont sensibilisés déjà un petit peu à ça, en fait, il y a encore beaucoup à leur apprendre. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, mon cheval de bataille, j'ai envie de dire. Et j'ai vu que tu avais écrit tu as écrit des livres d'examen. Ouais, tout à fait. Des annales, en fait. Ouais, alors il y a 2 types d'ouvrages. Donc c'est avec les éditions Ellipse, ces 2 livres. Qui sont quand même une maison d'édition qui fait vraiment des livres scolaires pour tout niveau. Et donc, en effet, ils m'avaient contacté pour rédiger des livres pour le BTS diététique parce qu'il n'y en avait pas tant que ça il y a quelques années. Et donc, il y en a un premier qui s'appelle le Tout en un, où là, il y a des résumés de cours et des exercices. Et après, il y en a un deuxième qui est sorti plus récemment, qui s'appelle 100% entraînement. Et donc là, en effet, c'est vraiment que des exercices pour se préparer pour le BTS. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait des livres comme ça. Ah ouais. Parce que moi, je suis une ancienne prof. Alors, okay. J'en ai beaucoup acheté. Ouais. Mais je suis émue. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Très, très émue. Écoute, moi, c'était dans mes rêves d'écrire un livre un jour. Alors, je ne pense pas que ce serait des ouvrages scolaires, mais je suis déjà très contente. La vie est riche de surprises. Voilà, c'est ça. Et du coup, quelles sont les difficultés récurrentes des étudiants face à la nutrition? Quel lien tu établis avec eux? Ils ont quel âge? Ils ont... il y en a qui sortent du bac, donc ont 18 ans. Et après, j'en ai en reconversion professionnelle, donc ça peut aller jusqu'à, 48 ans, 50 ans. Enfin, voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça enrichit aussi beaucoup la classe, évidemment. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je dirais que les réseaux sociaux, par exemple, moi, j'ai eu mon BTS il y a 15 ans. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc en fait, on écoutait ce que disaient les profs et on n'avait pas un peu toute cette... ce brouillage, j'ai envie de dire, nutritionnel ou d'information. Et donc, c'est vrai qu'ils arrivent avec déjà plein de connaissances, mais qui sont des fois fausses. Donc, en fait, il y a plein de trucs à déconstruire, ce qui est intéressant. Puis, ils sont très ouverts, quand même. Évidemment, quand on leur explique la théorie, le pourquoi du comment, ils remettent en question ce qu'ils ont appris et ce qu'ils voient. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est un peu compliqué. Oui, ça paralyse un peu la réflexion, tu veux dire. Ouais, je pense quand même. Ouais. Ok, merci. Sarah, bonjour. Encore. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre visibilité et notoriété, voire même crédibilité? Ouais. C'est super intéressant que tu me poses cette question parce que... Oui, je sais que les questions. Je le sais. Il faut vraiment faire la différence entre la visibilité et la crédibilité, effectivement. La visibilité, aujourd'hui, on peut tous en avoir, même si on l'exploite pas tous. Il y a plein de gens qui font des choses exceptionnelles et qui restent dans leur coin, tu vois, qui ne savent pas, en fait, comment mettre en avant, soit qui ne savent pas, soit qui sont trop gênés, timides. Donc, il y a ces freins-là qui font que finalement, ton commerce, il est peut-être très bien, tu vois, mais il se limite à ton voisinage et au bouche à oreille. Et donc, pour certains, c'est amplement suffisant et ça fait le job. Mais ce qui fait vraiment la différence... Donc, il y a déjà ça, le fait de passer le cran, de faire quelque chose et de le rendre visible. Ce qui est quand même pour moi le nerf de la guerre. Quand on est entrepreneur, on a besoin de faire savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a une telle concurrence dans quel que soit le métier qu'on fasse. Vous avez face à vous des concurrents qui émergent chaque jour, soit qui sont là depuis des décennies, voire des années, et qui sont indétrônables. Et d'autres, des jeunes qui ont de l'ambition, qui ont des projets de fou, qui ont des idées hyper innovantes et qui se lancent.
Et donc, il faut le faire savoir, en fait. Il faut faire savoir. Enfin, pour moi, c'est primordial aujourd'hui, quand tu as une idée, quand tu es entrepreneur, de faire savoir ce que tu fais. Et donc, pour répondre à ta question, il y a la différence, effectivement, entre la visibilité. Aujourd'hui, on a tous un téléphone qui nous permet de faire savoir au monde entier ce qu'on fait et quelle est notre différence, pardon. Donc ça, c'est un outil. Enfin, effectivement, il y a tout un débat aussi autour du téléphone, les avantages, les inconvénients. Ce que tu peux pas lui enlever, c'est que il te permet de pouvoir parler aux gens à plein de gens, aussi bien dans ta ville que à l'autre bout du monde, pour rien, gratuitement. Donc ça, c'est quand même un outil que nos parents n'avaient pas. Tu vois, en l'espace, là, ça fait 20 ans qu'on a tous un téléphone entre les mains. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est une énorme chance. Maintenant, la différence qu'il y a entre la visibilité et la crédibilité, elle est énorme. Comme je te disais, tout le monde peut faire une vidéo avec son téléphone. Maintenant, le but, enfin, en tout cas, là où tu fais la différence entre quelqu'un qui fait savoir ce qu'il fait, qui met en avant, je prends mon exemple, pour un restaurateur qui met en avant les photos de ses plats, et quelqu'un qui va faire vraiment la différence, c'est ta crédibilité. Hier, je faisais un post sur LinkedIn sur Philippe Etchebest. Parce que voilà, on connaît tous... je l'ai vu, que tu parlais de talent, du vrai talent. Le talent. Le talent et le travail, du coup. Exactement. C'est vraiment une combinaison entre le talent que beaucoup d'entrepreneurs ont et l'obsession de ce talent, et la médiatisation, et la répétition. Pour moi, il y a vraiment 4 étapes, tu vois, indispensables. C'est vraiment la recette. S'il devait y avoir une recette, ce serait celle-là. C'est d'abord, il faut que tu aies du talent. Voilà. Trouver quel est ton talent. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te rend différent par rapport à un autre sommelier, par rapport à un autre chef, par rapport à une autre nutritionniste? Une fois que tu as trouvé ce qui fait la différence, c'est devenir obsédé, vraiment obsédé par ça, pour devenir le meilleur dans ton domaine. Et une fois que tu es arrivé à ce niveau-là, c'est là où tu peux prétendre à aller contacter des journalistes, à aller contacter quelques influenceurs, parce que tu es sûr de ce que tu vaux, parce que tu es droit dans tes bottes, et ce que tu veux mettre en avant, c'est solide, c'est vraiment solide. Il y a un travail, une rigueur, une excellence derrière. Et c'est ça qui fait que quelqu'un va rester dans le paysage médiatique pendant des années. Parce que après, il peut y avoir toujours des couacs, on traverse tous des événements très difficiles. Mais c'est à ce moment-là que la médiatisation entre en jeu et peut devenir stable. Et après, il y a cette répétition. C'est pas parce qu'une fois tu vas passer dans Le Chef ou dans Le Figaro, ou on va pas tous les citer. Après, il y a cet effet de répétition. Il faut répéter, répéter. Même, je te dirais. Exactement. C'est comme un grand sportif. Un grand sportif, la répétition is the key. Tu dois avoir une rigueur. Et je pense que je suis entourée de gens qui touchent à l'excellence. C'est cette rigueur, cette répétition, que ça aille bien ou pas bien dans ta vie personnelle. Tu es ce mantra, cette ambition qui t'anime, et que quoi qu'il arrive, tu te réveilles le matin et tu te dises « Ok, j'ai passé une journée de merde, j'ai passé un week-end de merde, mais je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Je sais ce que j'ai à offrir à mes clients, et je vais y aller. Et je vais continuer à y aller malgré ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé. » Donc c'est cette succession de 4 étapes, donc le talent, l'obsession, la médiatisation qui vient ensuite, et la répétition, qui font pour moi la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est excellent. Oui, c'est très intéressant, parce que du coup, après, c'est cette capacité à convaincre, en fait. Tu vois, parce que la crédibilité, c'est lié aussi à ce pouvoir, cette force de conviction. Et tu as raison de dire que la discipline, parce qu'il y a plein de gens qui sont médiatisés facilement, mais ça dure pas. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un dure? Ça revient un petit peu à ce que je disais. C'est pour moi, quelqu'un qui va durer. Là, je parlais de Philippe Etchebest, mais il y en a plein d'autres. C'est un des plus connus en France, et qui est un des plus chauves aussi. Un des plus chauves. Il y en a pas mal quand même. Mais on l'adore. Mais Philippe, on l'adore. Cyril Lignac. Cyril Lignac, il est proche. Il est pas chaud. Proche, non? Je sais pas.
C'est ce qui fait que quelqu'un va durer dans le temps, c'est le talent. Franchement, tu peux avoir cette exposition, tu peux avoir cette notoriété, mais si vraiment le talent n'est pas là derrière en support, le jeu de cartes va s'effondrer. C'est très fragile, la notoriété. Si la notoriété n'est pas accompagnée d'excellence, de talent, ça dure pas dans le temps. Et alors effectivement, pendant 1 an, tu peux surfer sur cette vague. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs de Top Chef, tu vois, ou de grandes émissions, qui t'apportent tout de suite qui sont excellentes. Moi, je suis vraiment très fière très fière. On a beaucoup de chance d'avoir ces émissions à forte notoriété, à forte visibilité. Après, c'est pas le tout d'y passer. Le tout, c'est qu'est-ce que tu fais après ce coup de projecteur que t'as eu la chance d'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais après de cette visibilité? Où tu décides d'aller? Est-ce que tu décides parce que si tu penses que d'être passé pendant 4 semaines dans une grande émission va suffire à en faire un métier rentable. Voilà. À côté de ça, il faut que tu continues à te former sans cesse, à voir ce qui se passe ailleurs, pour ne jamais ce que je veux dire, c'est ne jamais te contenter de ce que tu as, de te contenter de ce que tu as et de te contenter de tes acquis. Il faut toujours te perfectionner, aller chercher ce qu'il y a de meilleur ailleurs. Comment tu peux être la meilleure version de toi-même et progresser tout le temps. Et toujours penser que tu as une contribution au monde. Quelle contribution tu veux apporter aussi au monde. Exactement. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Paul, Oui. alors, qu'est-ce qui fait selon toi l'âme d'un bon bar à vin? En quoi Pétard est le bar à vin incontournable de Paris? De Paris. Waouh, Et du monde. De France. Du monde, Du monde. bien sûr. À vrai dire, au-delà du bar à vin, je pense que c'est dans tout concept de restauration, on va dire, de manière générale, on parle de l'âme. Alors, tu vas me dire, l'âme, c'est bien gentil, c'est un peu abstrait, mais en fait, c'est un conglomérat de plein de choses. Nous, dans notre métier, on dit toujours que le diable se cache dans les détails, et on le dit dans plein d'autres métiers. Et parfois, c'est des phrases un peu balancées en l'air, mais dans notre cas, avec mon associé, on est un peu psychopathe sur les bords, quoi. Mais pour la bonne cause. Obsessionnel, tu vois, Obsessionnel. Ça revient à ce que dit Sarah. Obsessionnel, exactement. Il faut Psychorigide. Voilà, psychorigide, mais avec... Je l'aime J'aime bien aussi voilà. celui-là. Je l'aime. Ça nous parle. Psychorigide avec une part de souplesse, tu vois. Il y a un truc un peu... Psychorigide flexible, quoi. Voilà, psychoflexible. Ouais, pas mal. Mais voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a un background, on a une formation de luxe, de palace, d'exigence, où il n'y a rien qui dépasse, tout est toujours net, tout est toujours anticipé, suranticipé, et la moindre problématique, le moindre truc qui sort du rail, on essaye de le remettre dedans à notre manière. On essaye d'aller plus loin, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, comment ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et ce qui fonctionne, on se dit, ok, ça a fonctionné, pourquoi ? Et comment on peut le dupliquer? Et comment on peut apporter ça en plus, en mieux? Le concept et le constat de base, c'était, ok, comme je vous disais, post-Covid, on veut ouvrir un bar à vin. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de bars à vin à Paris, comment on se démarque? Par notre expérience et expertise, certes, il y en a d'autres. On n'est pas les seuls à avoir travaillé dans des belles maisons, on n'est pas les seuls à avoir une vision opérationnelle, voilà, il y en a plein comme nous. Donc on s'est dit, écoute, on va aller voir un peu ce qui se fait autour, on va essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez les autres, et ce qui nous a frappé souvent, c'était l'expérience de service. On s'est dit, punaise, c'est quand même fou. Pétard. Souvent pétard, ouais, pétard. On s'est dit, mais pourquoi souvent l'expérience de service, elle est moyenne dans un bar à vin? De quel droit ce serait moyen? Pourquoi on devrait forcément aller dans un restaurant? De quel droit? De quel droit? Il faudrait aller forcément dans un restaurant haut de gamme pour avoir une qualité de service haut de gamme d'une certaine manière. Et nous, la philosophie de départ, c'était de se dire, si on crée un lieu, peu importe lequel, on veut apporter ce qu'on donnait exclusivement à l'élite, d'une certaine manière, aux gens qui pouvaient se permettre de venir dans ces palaces, dans ces restaurants, et essayer de le donner à plus grande échelle, à tout le monde. Alors, évidemment qu'on n'a pas les mêmes moyens, évidemment qu'on n'a pas la même force de frappe en termes de personnel, faut être cohérent, mais on s'est dit, écoute, il y a aussi une part d'âme, on revient dessus, d'engagement, de volonté de faire plaisir, de recevoir comme à la maison, tout en rajoutant des petits détails. Voilà,
On parle de petits détails de service, d'intention, de comment tu accueilles la personne, de la manière dont tu vas les regarder, ce que tu vas voir sur la table. Voilà, c'est plein de tout petits détails qui, mis bout à bout, font que les gens arrivent chez nous et se disent « Ok, c'est pas comme d'hab. » C'est pas comme d'hab. Déjà, je suis rentré dans le bar avant, on m'a dit « Bonsoir, comment ça va ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Oui. On est venu vers moi, on n'a pas juste dit « Venez derrière le comptoir. » Enfin, il y a tout un truc à Paris, et je généralise pas, mais souvent, ce qui revient, c'est cette mauvaise expérience de service, où le lieu est trop beau, et on a mis les moyens dans le design. La bouffe est bien, on a bien mangé, c'était cool. Le vin, la sélection de vin peut être super, et au final, est-ce qu'on y retourne ? Ouais, la prestation est pas folle, tu vois. Il y a un journaliste assez connu qui a cette petite gimmick qui dit toujours « y retournerai-je » Bah voilà, au final, la question, elle se pose à la fin du repas. Et ce qu'on constate, c'est que la majorité des gens qu'on a rencontrés au début, chez nous, et qu'on a accueillis, eh ben, ils reviennent encore et encore. Et c'est ça, la clé. C'est, comme tu disais, la répétition, l'obsession de faire bien, de faire bon, de faire beau, et de recevoir les gens bien. Parce que la base de tout, et le futur de notre métier, c'est ça, c'est l'expérience client. C'est exactement ce que j'allais dire. L'expérience client et la fidélisation que tu crées. C'est énorme. On ne se rend pas assez compte de ça. Et nous, on s'en est rendu compte tôt parce que là d'où on vient, la machine était déjà lancée. C'est-à-dire que l'expérience client, c'était le cheval de bataille de ces grands établissements. C'est-à-dire ça que tu payes. Évidemment. Tu payes aussi la nourriture. Tu payes le cadre, etc. Mais bien sûr, t'es chuchoté de fou. De nombreuses années, il y avait vraiment des moyens et des réflexions énorme mise sur comment on transforme l'expérience client du futur, comment on peut apporter à ces gens qui voient tout, font tout, voyagent partout, ce petit truc en plus qui vont faire qu'ils vont passer un moment de fou chez nous. Alors là, on parle de groupes avec des moyens immenses, mais à notre échelle, on s'est dit comment on peut faire pour améliorer notre expérience client et en créer une de A à Z. Et écoute, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de plein de choses. Mais c'est hyper excitant. Ouais, c'est génial, c'est super. Et puis surtout, on a un retour sur expérience assez automatique et des gens qui viennent et reviennent. Donc, c'est finalement, jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Mais parce qu'il y a une remise en question permanente. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Je t'en prie. Antoine, alors justement, toi, en quoi la Grange au Loup incarne-t-elle à la fois ce mélange entre le charme de l'ancien et la cuisine contemporaine ? Comment tu construis tes menus ? Alors, le menu, je le fais un peu, déjà saison, et que saison. Obsession de saison. Parce que les tomates, je suis le premier à être révolté, n'importe quoi. On coupe. Je suis le premier à être révolté, en fait, quand dans certaines grandes enseignes de grande distribution, qui commencent par grand, qui finit par frais, on peut avoir un rayon complet, en fait, pour faire une ratatouille, alors qu'on est au mois de décembre. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, quoi. Donc, c'est comme ça, c'est la politique européenne, on va pas faire le truc. Mais moi, je prends mon calendrier de fruits et légumes, je l'ouvre, je regarde ce qu'il y a et je me mets aussi un petit challenge en me disant, tiens, je vais faire un truc que j'ai pas trop travaillé ou que je maîtrise pas trop. Voilà. Donc là, on a des salsifis. Donc les salsifis, tout le monde, quand on leur dit ça, la cantine, c'était... Ouais, mais on a tous une vieille image du salsifi en boîte. Comme les épinards et la betterave. Voilà, c'est le truc. On a des faux souvenirs qui sont horribles avec ça. Et aujourd'hui, en fait, déjà, moi, je biaise toujours un petit peu, donc j'essaye toujours de rendre le truc un peu plus sexy. Donc, au lieu d'appeler ça salsifis, j'ai pris un deuxième nom qui existe complètement, hein, c'est scorsonnaire. Ça existe. Donc, en fait, on mange pas des salsifis à la Grange au Loup, on mange des scorsonnaires. D'accord ? Cool. Donc, déjà, l'équipe de salle, elle se dit, ouais, qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà, challenge. Donc, ça fait du travail aussi au serveur, donc c'est bien. L'équipe de salle a de la matière à agrémenter, donc à expliquer, donc ça, c'est top. Mais voilà, le menu, c'est un produit, généralement c'est un légume, c'est une viande ou une volaille, ainsi de suite, quoi. Et après la saison, je vais généralement là où mon cœur me porte, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu des choses où ça marche très bien, donc je vais pas trop je vais pas trop dévier parce que je sais que la base est solide. Par contre, ça va être comment maintenant l'agrémenter encore un peu plus pour que ça sorte de ce qu'on connaît. Et c'est un peu plus ça la réflexion, quoi. Et que toi tu t'éclates aussi. Bah ouais, parce que la tous les jours c'est hyper important. Ouais. Et c'est vrai que on a pour habitude de changer quelques plats, en fait, un peu en roulement. Donc on a une carte qui tous les mois et demi change. Alors on n'a pas beaucoup, on a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, en fait, en formule base.
Après, on a quelques petits plats rajoutés en supplément. Je vais prendre un exemple en ce moment. On est sur de la chasse, donc on a du cerf. J'ai des rideaux, forcément. Enfin voilà, il y a des plats un peu plus fournis, quoi. Et ces 3 plats, en fait, en un mois et demi, ils ont le temps de faire un tour, quoi. Donc ça reste que un mois et demi. Donc ça oblige aussi à pas rester sur ses appuis en se disant bon bah allez, on la tient pendant 3 mois et puis dans 3 mois on fera autre chose, quoi. Là, on est vraiment dans la recherche continuelle du truc. On passe. Alors c'est ce que je regrette, c'est que il y a pas cette facilité en fait de se rendre compte un peu de l'évolution des produits en direct, autrement qu'en faisant les marchés, quoi. Pour avoir tout de suite cette petite étincelle où on se dit ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a ça qui est arrivé sur les étals. Tiens, on va commencer à travailler sur ça peut être pas mal. Donc il faut aller vraiment plus chercher l'info. C'est là où c'est un peu le compliqué de la campagne, hein. Donc on va chercher l'info là où elle est. Mais par contre, après, voilà, on travaille aussi avec les produits qu'on a autour de nous. C'est ce que j'allais dire en termes de sourcing. Là, tu es dans l'Oise. Il y a pas mal de choses, pas mal de fermes. Bah alors, on est sur une région un peu, moi, ce que j'appelle la région bâtarde, en fait. C'est-à-dire qu'on est sud-Oise. Donc, on est trop au sud pour être complètement dans presque les Hauts-de-France. Et on est trop au nord pour être complètement sur la région parisienne. Donc, on le est Vexin, notamment. Ouais, mais le Vexin, on est encore plus vers l'ouest, quoi. Ouais. Donc, et on a cette petite bande-là où... on a des terres agricoles, mais c'est de la céréale. On a de la terre agricole, mais c'est de la betterave. On a de l'élevage, mais bon, avant de le trouver, c'est un peu compliqué. Donc, il faut trouver les bons fournisseurs, il faut trouver les bons producteurs. Et on n'a pas non plus... je prends un exemple que j'aime bien, parce que c'est Florent Léden, qui est dans le Nord, qui, lui, travaille avec tout le monde autour de lui... comme si c'était le Georges Blanc du Nord. Mais j'aime beaucoup son esprit et sa démarche, parce que je m'y retrouve complètement, en fait. Travailler avec des gens comme ça, le mec qui lui fait ses champignons, le mec qui lui fait ses trucs. Ça, moi, je rêve de pouvoir faire ça. C'est l'idéal pour les chefs. Je rêverais d'avoir ça, quoi. Mais génial, il me faut un jardinier privé, quoi. Et j'ai de la place pour un potager en plus derrière. Mais fais un appel sur ton jardinier. Je recherche. Non, mais voilà, il y a vraiment des belles choses à faire. Il y a des beaux produits à trouver, il y a des beaux produits à travailler, il y a déjà des choses qui existent. On a des micro-brasseries qui sont super intéressantes. Maintenant, il y en a plein. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'aller chercher autre chose maintenant. Donc, comment on a de la viande des Hauts-de-France, comment on arrive à avoir de la viande un peu plus de la Somme. Alors, l'agneau de présalé, les machins, les trucs. Mais ça reste des produits exceptionnels qu'il faut aller chercher, qu'il faut gratter pour trouver. On a des élevages de poissons aussi. On a de l'omble chevalier dans l'Oise. Personne ne le sait. Enfin, c'est dans l'Aisne. Bah, c'est presque pareil. On dit en Picardie. Donc voilà, on est tous amis. Il y a des poissons où voilà, il y a de l'élevage, il y a des trucs sympas et faut vraiment aller les chercher, quoi. C'est un peu ça qui est compliqué des fois. Merci beaucoup de cet éloge du territoire. Très intéressant. Caroline, oui. Alors toi, j'ai à ma table une deuxième podcasteuse. Ouais, tout à fait. C'est la première fois. Ah, c'est vrai. Mais oui. Que de première fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Cunu ? Alors, il y a la petite baseline, le podcast qui met la fessée à la malbouffe. Pas mal. On adore. On s'en rappelle comme ça. Au moins, je sais que ça marque les esprits en général. Parlant, ouais. Alors, en fait, j'ai aussi un blog culinaire sur lequel je mets des recettes depuis des années maintenant. Et en 2017, j'avais commencé à faire des rencontres de chefs autour de la cuisine et de la nutrition. Donc, c'était vraiment des articles écrits, j'avais une photographe, c'était assez qualitatif. Enfin, on faisait vraiment des articles assez jolis, sauf que le Covid est aussi passé par là, qui a stoppé les rencontres que j'étais en train de faire. Et après le Covid, j'ai un peu repris contact avec les chefs que je connaissais, etc. Et un peu comme toi, Antoine, finalement, les gens avaient envie de faire des nouvelles choses. Et j'étais hyper étonnée parce qu'on sortait d'une période très difficile, donc tout avait été arrêté. Et finalement, les jeunes chefs que je connaissais avaient tous 1000 projets. Donc j'ai eu envie de les faire parler de nouveau, mais je ne savais pas sous quel format, vu que j'avais l'impression que les articles de blog allaient plus être très lus, que c'était un peu passé de mode. Donc j'ai vraiment commencé à réfléchir, parce que ça m'habitait vraiment d'avoir cette sensation-là d'avoir envie de faire quelque chose, mais pas savoir quoi. Et puis un jour, je marche dans la rue et je me dis culinaire, nutrition, Cunu, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est totalement naze comme jeu de mots, quoi. Il faut l'assumer quand même. Hein. Je l'avais pas... Ah oui, je sais, j'y venais. Mais voilà, donc oui, Cunu pour culinaire et nutrition, donc qui sont mes domaines de prédilection. Et voilà, donc j'ai demandé l'avis de quelques amis qui m'ont dit franchement, si tu joues le truc à fond, ça peut passer, c'est une bonne idée. Et j'écoute assez peu de podcasts et je n'y connaissais rien.
Mais je me suis dit, je vois pas, pour moi, QNU, ça marcherait bien pour quelque chose d'audio, en tout cas, un autre format. Donc voilà, du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai appris petit à petit à monter, à enregistrer. Au début, c'était pas parfait, ça l'est toujours pas, mais voilà, en tout cas, c'est hyper enrichissant et ça me permet, justement, une fois de plus, de vivre de ma passion de la cuisine en allant voir des gens passionnés et sans cuisiner moi-même finalement. Voilà. Et j'ai rencontré notamment Florent Laden, vu que moi je vis à Lille et que Florent est l'un de mes dieux sur Terre, si je puis dire. Et donc la fin de la première saison se termine par un rendez-vous avec Florent Laden qui est vraiment très chouette. Carrément. Bravo. Merci. Sarah. Alors Sarah, toi qui es aussi dans l'innovation en permanence, tu as créé un nouveau modèle. Ouais, qui s'appelle Smart PR. Ouais. Et tu l'as très bien prononcé. Tu as vu ça. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour les professionnels que tu accompagnes ? Alors ça change tout en fait. Ça change tout. Moi, donc j'ai mon agence de relations presse traditionnelle où j'accompagne des clientes de façon traditionnelle avec des honoraires traditionnels qui sont, quand je dis traditionnels, c'est très élevé. Enfin, c'est assez élevé. Franchement, les agences de relations presse aujourd'hui, seule l'élite peut se permettre de faire appel à une agence de relations presse. Je vais pas cracher dans la soupe, je suis très contente d'avoir des clients qui me font confiance et que j'accompagne sur l'année pendant des années. Maintenant, il n'y a pas un jour où je reçois pas un appel d'un prospect qui me parle d'un projet de fou. Et à la fin du call, évidemment, il me demande mes honoraires. Et là, il me disait, mais pas possible, quoi. Ça coince, c'est génial. On sait qu'on a besoin, mais on n'a pas le budget. Et ça, tous les jours. Et donc moi, pendant des mois et des mois et des mois, je réfléchis à ce que je peux faire j'ai quand même 15 ans d'expérience, donc je peux pas pas non plus baisser mes tarifs qui sont justifiés. Donc je me dis, ok, il faut penser à un nouveau modèle qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc je me suis associée avec, on est 3 aujourd'hui, avec Anne-Laure et Julien. Et on a développé une plateforme qui s'appelle Smart PR. Alors c'est pas évident à prononcer, parce que pour nous c'est tellement évident que PR ça veut dire ça se prononce PR, mais pas pour tout le monde. Donc PR pour Public Relations. Et donc c'est une plateforme qui permet, c'est le Tinder des marques et des journalistes. J'adore. Voilà. Pour la faire simple, c'est ça. Le but c'est de créer du match entre des marques innovantes. Des marques, donc c'est toujours spécialisé dans le lifestyle, donc on a beaucoup de restaurants, d'hôtels, mais aussi des marques de mode, des marques de déco et des marques de beauty, de dermato quoi, qui ont des projets de dingue, mais qui n'ont pas encore les moyens de se payer des agences de relations presse, mais qui néanmoins ont besoin de cette notoriété. Donc c'est pas du tout le même accompagnement, on n'est pas du tout en train de taper sur ce qui existe, sur l'existant, les agences de relations presse qui sont là et qui vont rester là, mais qui doivent se réinventer, qui doivent vraiment se réinventer. Et donc nous, on est les premiers, on est l'alternative qui n'existe pas aujourd'hui entre une marque qui a les moyens de faire appel à une agence de relations presse et une marque qui n'a zéro moyen et qui ne fait rien du coup. Tu vois ? Donc en fait, soit au lieu de ne rien faire parce que tu n'as pas les moyens, aujourd'hui tu peux être accompagné par Smart PR. On te crée ton premier communiqué de presse qui est en ligne. C'est un abonnement. C'est un abonnement mensuel et qui te permet d'être en contact avec les journalistes et les influenceurs qui comptent en France. Que toi tu as répertorié. Évidemment. Donc il y a un écrémage énorme qui est fait en amont du côté des marques qu'on accepte sur Smart PR et du côté des journalistes et des influenceurs qu'on fait rentrer également sur la plateforme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vas avoir le service commercial qui va te contacter via ma plateforme. C'est que des journalistes et des influenceurs qui sont à la recherche de pépites, qui veulent mettre en avant des marques qu'on n'a pas encore entendues, tu vois. Quand tu ouvres un magazine, en fait, moi, ce qui me saoule aussi, c'est que quand tu allumes ta télé, quand tu ouvres un magazine, quand tu allumes ta radio, on entend tout le temps parler des mêmes chefs, des mêmes restaurants, des mêmes pâtissiers qui font un travail de dingue. Mais on veut un vent de fraîcheur, on veut entendre ce qui se passe ailleurs en France, en dehors de Paris. On veut entendre parler de la nouvelle génération. Et donc, c'est là où Smart PR intervient. On est tout nouveau, c'est une toute nouvelle plateforme qui a tout juste 1 an, qui vient de fêter sa première bougie et dans laquelle on croit énormément. On veut donner une voix à ceux qui n'en ont pas encore, à ceux qui la méritent. C'est combien l'abonnement ? C'est entre 500 € par mois et 1 000 € en fonction du temps. Plus tu restes longtemps oui, d'accord. C'est un abonnement l'engagement. Tu as 3 abonnements, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et plus tu restes longtemps avec nous, et plus l'abonnement est dégressif. Merci.
Alors, première partie, finie. Deuxième partie, vous ne savez pas ce qui se passe. Je vois vos regards égarés. Ah, donc moi, je suis une ancienne prof de lettres. Dictée. Si vous le saviez, voilà, dictée, bien sûr. Alors, je vous lis un passage et ensuite, je vous pose une question. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? C'est Marcel. Ah ah. Qui se lance ? Moi, tout de suite, je sais ce qui me vient. Ma Madeleine de Proust, elle est très claire. C'est un endroit, c'est un lieu qui m'évoque tous mes souvenirs d'enfance. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai été élevée par mes grands-parents, quasiment. Je suis une fille d'enfants divorcés. Et c'est mes grands-parents qui m'ont accueillie assez jeune. Et donc, je passais toutes mes... Alors, mes grands-parents, ils étaient eux aussi obsessionnels avec leurs vacances. Parce ils ont passé toute leur vie au même endroit chaque été. Ah ouais. En Italie. Une petite ville en Italie qui s'appelle Milano Marittima. Et ils n'ont rien connu d'autre de leur life. Ils ont passé tous leurs étés là-bas. Ils avaient une maison là-bas ? Non, ils allaient à l'hôtel. Ah ouais. Le même hôtel ? Le même hôtel, la même ville. En fait, ils ont payé l'hôtel, tu vois. À la fin de leur vie, c'était quasiment l'hôtel. L'hôtel était à leur nom. Ce que je veux dire par là, c'est que... Donc moi, ils m'ont emmenée en vacances avec eux tout chaque été. Je suis même allée avec mes parents avant qu'ils soient divorcés. J'avais 2 semaines quand j'étais dans cet endroit-là. Donc, et j'y suis allée jusqu'à mes 25 ans peut-être. Et j'y retourne maintenant avec mon mari et mes enfants. Enfin, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Et en fait, c'est pas du tout un hôtel. C'est un bel hôtel, tu vois. En fait, je faisais aussi un post sur LinkedIn à ce sujet-là. En fait, les étoiles d'un hôtel ou d'un restaurant, elles veulent rien dire si t'apportes pas de l'émotion à des gens. Si tu restes pas dans leur mémoire. Quand tu parles de Madeleine de Proust, moi, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est des gens qui me... c'est pas un livre, voilà, c'est vraiment un lieu où j'ai la chair de poule quand j'en parle, où j'ai eu mes premiers amours, mes premiers petits bisous, où j'étais en boîte aussi pour la première fois. Ah, parce que là-bas, il y avait une boîte ? Ouais, j'y suis allée, je te jure, jusqu'à mes 25 ans, donc j'ai connu plein de chapitres dans cette ville, donc j'ai des souvenirs... J'ai plein de souvenirs, mais c'est ce que j'ai mangé. C'est un hôtel où on mangeait très, 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 très bien. Donc c'est là où j'ai développé aussi mon palais aujourd'hui et le service. Le service italien, excusez. Alors, moi, je suis française et je suis une défenseuse des entrepreneurs français. Mais le service à l'italienne, pour moi, il est imbattable. Quand tu rentres dans une maison ou dans un hôtel ou dans un restaurant en Italie, le service, il est... Tu tombes amoureux, en fait, du chef qui vient t'ouvrir à la porte. La chaleur. Le service à l'italienne, pour moi, il est... C'est ce vers quoi on doit tendre. C'est ce vers quoi on doit tendre. T'as l'impression d'être vraiment à la maison. Ils te connaissent. Ils connaissent tes habitudes. Ils savent où t'as l'habitude d'être assise dans le restaurant ou dans le bar. C'est ça qu'on veut quand on arrive dans un établissement à Paris. On sent l'exaltation là, Sarah. Et qu'on ne retrouve pas. Quand tu parlais d'expérience client, moi, l'expérience client en Italie, c'est ce qui me manque en France, tu vois. Ils connaissaient le nom de mes grands-parents, évidemment. Vu tout ce qu'ils ont lâché. Vu tout ce qu'ils ont lâché. Ils avaient le village. Il y a le souci vraiment d'aller au-delà et de vraiment savoir qui est le client qui le reçoive. Et donc ça, c'est imbattable. C'est imbattable quand tu vas dans un établissement et qu'on se souvient de petits détails. Peut-être la date de ta naissance, le nom de tes enfants, un petit geste pour des... Voilà, là, sans m'étaler, voilà, ma Madeleine de Proust, c'est Milano Marittima. Il y a une petite ville en Italie qui bat tous les records dans ma tête et dans mon cœur. Les autres qui se lancent ?
Alors moi, Madeleine de Proust, mais vraiment jamais posé la question. Ah bah tu vois. Tiens, donc non, il fallait venir déjà, ici, voilà. Antoine. Donc je vais en apprendre sur moi-même déjà. Oui, il y a un petit côté psychanalyste. Ouais, j'ai vu. J'aime bien. Non, je dirais comme ça. Je dirais que c'est quelque chose qui se mange parce que j'ai vraiment un affect pour ce. Et puis en plus c'est un dessert, donc voilà. Mais j'ai vraiment un affect sur la tarte au citron. Et la tarte au citron meringuée, on en a. Il doit y avoir au moins 72 millions de recettes. Oui. Il y en a qu'une qui est bonne, c'est la mienne. Mais évidemment. D'accord. Et toute la France le sait. Après, je suis parti d'une recette d'un grand pâtissier qui s'appelle PH. PH, Pierre, on te salue. Et donc, et du coup, j'ai un peu adapté parce que un peu plus d'acidité, un peu plus de machin, un peu plus de trucs. Mais voilà, quand j'ai vraiment envie de m'éclater et puis de, juste me poser, réfléchir, tarte citron meringuée, c'est pas mal. Et limite sans meringue. Parce que voilà. Mais c'est vraiment, vous m'avez Madeleine de Proust, j'en ai plein. En fait, j'en ai pas qu'une, j'en ai plein de petites, c'est que des mini-madeleines. Ça va être. Non, mais bon, je joue de la guitare et de la basse, donc de temps en temps, ça va être de jouer un peu de musique avec mon fils qui fait de la batterie. Enfin, ça va être une situation avec des amis, tiens, on branche les micros, on fait un karaoké, allez, c'est parti. Voilà, en fait, c'est plein de petites choses. C'est des séquences de vie, en fait, mes Madeleines de Proust, c'est plus ça. Que un moment ou quelque chose, je comprends tout à fait. Hein. Mais voilà, ça va être plus dans le quotidien que sur une action ou un moment précis. Quoi. Bah après, c'est très personnel. Hein. C'est ça. Caroline ? Ouais, non, mais c'est vrai que ta question, elle est plus difficile qu'elle n'y paraît. Parce que moi, j'étais partie sur quelque chose d'alimentaire, qui se consomme. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait réfléchir. Alors, j'ai mille idées. Je vais rester quand même sur de la cuisine, je pense. Mais j'ai plusieurs idées aussi. Donc, c'est un peu difficile. Je dirais le gratin dauphinois de mon papa, qui est le meilleur gratin dauphinois du monde, qui est même pas le vrai parce qu'il y a du gruyère dedans. Donc, c'est pas un gratin dauphinois, en fait. Mais nous, on l'appelle. C'est une hérésie, ce que j'entends. Voilà. Mais bon. Mais la preuve, c'est que j'étais avec lui, avec ma famille ce week-end. On a encore mangé ça et tout le monde était trop content. Et voilà. Et après, sinon, du côté de mon père, j'ai des origines arméniennes. Donc, il y a quand même aussi ma grand-mère qui cuisine arménien. Malheureusement, elle est partie avant de me donner ses recettes. Donc, j'ai acheté des livres pour cuisiner des choses qu'elle cuisinait. Et il y a un dessert qui s'appelle le imlig, qui est une semoule qui est cuite dans du lait, mais ça n'est pas comme la semoule au lait française. Hein. C'est vraiment juste de la semoule qui reste en grains, mais qui est cuite dans du lait sucré, avec des pignons de pain qui sont dorés. Et ça a un goût... quand on mange ça, c'est vrai qu'on retourne en enfance. Et mon grand-père, quand il était encore vivant, me disait que c'était presque aussi bon, même meilleur que ce que faisait ma mamie. Donc voilà, c'est vrai que quand je fais ça, généralement, on est tous un peu contents et ça nous replonge en enfance. Mais voilà, il y en a 1000 des histoires comme ça. Merci, Caroline. Paul ? Moi, je pense que c'est un lieu, un moment, un vin, de la nourriture. C'est un mélange de plein de trucs qui s'est fait au même endroit, au même moment. Et c'est aussi ce qui m'a permis de commencer mon métier, je pense. Sur le tard, du coup, parce que j'avais déjà 18 ou 19 ans, mais c'était chez un très bon ami vigneron qui est comme un grand-père spirituel pour moi depuis, que j'ai rencontré quand je travaillais au Plaza Athénée, parce que il y avait ces vins qui étaient au Plaza Athénée. Pendant longtemps, on l'a cherché partout. Il n'y avait pas de trace du domaine, pas de trace du mec. On s'est dit, soit il est mort, soit le domaine n'existe plus, soit les deux. Un jour, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps quand je parle du domaine, mais il y a un collectionneur qui est passé pour dîner au Plaza. Il avait une bouteille de ce domaine-là, donc de chez Jean-Bernard Métet, de la famille Métet, à Cour-de-Manche, donc à côté de Janières, dans la Loire. Et on lui a dit, mais c'est dingue, vous avez ce vin-là. Est-ce que vous avez le contact du gars, quoi ? Il dit, ouais, bien sûr, tenez, je vous donne son numéro, vous l'appelez. Dans l'après-midi, on l'appelle. On parle quelques semaines après pour visiter le domaine. Et on a juste passé un moment extraordinaire, magique. C'est des vins historiques. La famille fait du vin depuis le XVe siècle. C'est des vins qui m'ont frappé et qui me frappent encore aujourd'hui d'émotion. C'est des gens qui sont des hôtes, en plus. Donc, on a vécu un moment hors du temps. Sa femme cuisine divinement bien, donc en plus on a bien mangé. Donc c'est une Madeleine de Proust quasi parfaite, quoi. Il y a du solide, du liquide, du visuel, du sensoriel, de l'auditif, il y avait tout. Umami. Ouais, umami. Une bombe d'umami ce moment. Et je pourrais en parler pendant des heures. Je vous la fais courte, mais voilà, c'était vraiment ce conglomérat de tous ces éléments qui font une méga Madeleine de Proust. Et ça, c'était quand ? Ça, c'était en 2018. Et c'est là où vraiment je me suis dit, j'avais un doute sur le vin parce que j'étais vachement en salle et je me suis dit bon bah là il y a pas moyen, quoi, il faut le vin, c'est le vin ou rien, quoi, il y aura que ça. Et en effet. L'obsession.
L'obsession. On y revient toujours. L'obsession. Hein. Voilà, il fait des vins avec pas mal de sucre résiduel et c'était le sucre qui m'a mis dedans, je pense, pour le coup. Donc, on reste dans le thème de la Madeleine d'une certaine manière. Merci, Paul. J'en prie. De quel aliment ne pourriez-vous absolument pas vous passer ? Du fromage. Ah, moi aussi. Fromage. Et pâtes. Ah, franchement, les pâtes. Ouais. Ah ouais, c'est Mais vrai ça, aussi. c'est le côté italien, ça. Ouais. C'est l'Italie, ça. Pâtes et fromage. Ah, les pâtes, je te rejoins. Les pâtes, au-delà de tout, je pense. Ça va avec tout. En fait, tu peux faire plein de choses. Ouais. Ouais. J'ai vraiment une bonne pâte, ça peut être aussi simple et bête que grandiose. Exactement. C'est trop bon. Trop Et bien. toi, Antoine ? Ouais, c'est pas mal les pâtes. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ouais. Moi, je dis les œufs. Ah bah oui, ouais. oui, pareil. Les œufs. Parce que sans œufs, On tu peut fais rien. décliner. C'est vrai. Sans œufs, tu fais rien. Tu peux pas faire de pâtes. Si en mélangeant de l'eau et de la farine, ça marche. Mais Ouais. Tu peux faire de crème au citron Mais tu peux déjà. pas faire de crème citron, tu peux pas faire de pâtisserie, tu peux pas faire de plat non plus. Pas d'omelette, pas de brouillé. Et tu peux Brouillade, pas faire de tout- pâtes. Et tu Voilà. peux pas, tu peux, mais Ouais, oui, c'est des ouais. pâtes plus façon à l'asiatique un peu. Ouais. Donc aux farines, juste un truc, et c'est surtout la sauce qui va faire la consistance de la pâte, quoi. Mais ouais, non, les œufs, ouais, c'est pas mal. Et le fromage. Alors le fromage, qu'est-ce qu'on préfère en fromage ? Le Le kiku. comté. Plus ça pue, plus c'est Ah ouais, meilleur. je sais pas, ça dépend. Non, le comté, par exemple. Ouais, je sais Tu ne dis pas le tout. maroilles ? C'est ce que j'allais dire. Bah le maroilles, c'est vrai que bon, ça pue, mais c'est Bah, pas puis du tant coup, que ça quand on le mange après. Et on c'est peut ça. faire plein de recettes avec. Et puis, ouais. Donc, ouais, le maroilles, c'est pas mal. Ok. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur, à part du fromage, du coup ? À part du vin, Et des Paul. pâtes. Ouais, c'est ça, en fait. Et du vin. J'allais dire, il y a toujours une bouteille, mais non, voilà. C'est ce que répondent souvent les Ouais, gens. Hein. ouais, j'ai toujours du fromage. Et des yaourts. Ouais, En les fait, yaourts. je pense que je suis. En fait, ça avait été évoqué un peu comme une toxologie. Comment on appelle ça ? En fait, on est dépendant en fait de la lactose en fait. Ah. Ou quand je mange un yaourt, je peux en manger 25 quoi. Ah, Ouais, c'est addictif. donc en fait, ouais, c'est ça. Une addiction sur les produits laitiers. addiction D'accord. lactose. Ou dès que je mange C'est le moment, c'est la seule fois où tu l'as révélé au monde entier, ça ? ça, ouais, là, c'est la première fois que tu te j'en rends compte parle. au micro ? Ouais, j'ai peur. Non, mais en fait, ouais, j'ai une sorte de petite addiction comme ça sur les produits laitiers où dès que je mange un yaourt, j'ai envie d'en manger 5. Généralement, je les mange même par 2. Et après, ça marche avec le fromage aussi. Enfin, voilà. J'ai toujours. Il faut pas. Voilà, je commence pas. J'en ai pas envie. Je mange un bout de lait, ça y est, c'est bon. D'accord. Ouais. On te remercie pour cette franchise. Ouais, Ouais. c'est pour moi. Ça a c'est fait du cadeau. bien, hein, cette libération. Moi, c'est trop chelou ce que j'ai toujours dans mon frigo. Alors, C'est vraiment attention. très chelou. Moi, je suis une dingue de fenouil. Ah bah oui, c'est très bon le fenouil. Bah, moi, j'adore. Mais genre, je peux en C'est manger. très bon pour la santé. J'adore. Je me fais genre, dans la semaine, je fais 3 fois par semaine des salades de fenouil. Ah ouais. Et voilà, c'est chelou. Mais... Bah non, bah c'est du Et là, donc, légume. on est sur la psychanalyse Ah oui, aussi. c'est ça. Non, mais la Faudra qu'on se parle. nourriture, c'est le point de départ de pas mal de choses. Hein. Je suis Les dingue de mecs au fenouil, j'adore. podcast, ils C'est étaient vraiment, bizarres. c'est un goût très Ouais, anisé, ouais. très Ouais, très j'adore Un peu ça. quoi, un petit coup de Pas, mandoline pour que ce soit fin ou Bah maintenant j'ai tellement l'habitude que je sais Ah le oui. couper très Ouais. très finement et genre mon mari parfois pour me faire plaisir il me coupe ma salade de fenouil mais ça ne va pas c'est pas coupe assez fin mal. il le coupe mal Ouais. c'est pas assez fin et du coup t'as pas cette bonne sensation que t'attends avec l'assaisonnement et tout après c'est Et puis quand il commence à cuire avec la vinaigrette, en plus, Ouais. c'est là où il commence à cracher son eau de végétation et ce jus-là, il est juste dingue, Ouais, quoi. ouais. Ça, c'est du sirop, quoi. Ouais. C'est- ouais. Merci. Donc Paul, on reste sur le vin Moi, je pense ou- que c'est un truc bizarre, mais en même temps trop bon. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu niche, on va dire ça comme ça. J'ai toujours un pot de miso, Ah oui. mais de chez un de mes potes qui s'appelle Hugo, qui a ouvert sa boutique il y a peu de temps, qui s'appelle My Fermentation. À la base, il faisait que du miso pour les pros, et là, il a ouvert une espèce de boutique coffee shop où il le met en avant. Intéressant ça. Et c'est un spécialiste en fait de la fermentation et notamment du miso. Il a pas mal bourlingué pour apprendre justement à maîtriser tous ces éléments. Et ces misos sont dingos. Et tu peux en mettre vraiment partout. C'est-à-dire que tu vois, on parlait des œufs tout à l'heure et du kiff des œufs. Bah, le matin, tu te fais tes œufs brouillés, ton omelette ou n'importe quand. Tu fais beurre et ta petite cuillère de miso. Ton omelette, elle est pas pareille. Ouais. C'est délicieux. Tu peux, tu te fais un petit toast pour accompagner tes œufs, tu mets un peu de miso sur ton toast, brillant. Mais vraiment, c'est extraordinaire la puissance de ce produit et on l'utilise aussi beaucoup dans notre bar chez Pétard, tu vois. Donc, j'aurais presque dû dire ça comme Madeleine de Proust, mais c'est tellement récent que ce serait mentir. Mais voilà, c'est un truc qui est rentré dans ma vie il y a quelques années et maintenant j'en ai toujours dans le frigo, quoi. C'est Et beaucoup trop comment bon. s'appelle ton ami ? Hugo. Hugo. Hugo.
Caroline? Je vais rester sur l'Asie aussi. Moi, je dirais que j'ai toujours un pot de pâtes de curry. Voilà, avec du lait de coco en général. Enfin, pareil, que ce soit des légumes, des pâtes ou je ne sais quoi. Voilà, pour une petite touche asiatique, j'aime bien ça. Merci. Si vous deviez représenter la France par un plat, ce serait lequel? Jambon beurre. Très bien. Après, il y a des spécialités évidemment, régionales. beau beurre, bonne baguette, et puis un vrai jambon. Après, le problème de la France, c'est que chaque territoire a son manger, son boire et sa gnôle, quoi. Ouais. Il y a ça dans chaque ville de France, donc ça commence à faire beaucoup. Il faudrait presque généraliser et se dire que la France, de manière générale, c'est un plat paysan qu'on a rendu sexy, quoi. Non, c'est beau ça. Ouais. De manière générale, je trouve. Enfin, tu prends tous les grands plats, comme tu disais, à l'échelle du territoire les plats de français. maman, quoi. Ouais, Les plats de grand-mère. c'est des plats qui ont été faits avec des chutes, des morceaux relativement dévalorisés, peu nobles, des légumes qui étaient un peu fatigués. Bon voilà, un fond de bouteille de vin, tu prends un bourguignon. Mais c'est vrai. Et au final, ou un tout pot ça. au feu. Ouais. Et l'Italie est un peu pareil là-dessus. C'est qu'on Sur les ragoûts. sur les ragoûts, les sauces, même la pâte. Tu vois, tu prends la carbonara, la grigia, toutes ces typologies de pâtes. Et à la base, C'est des plats pâtes, de il y a pauvres, des recettes quoi. où il n'y a rien, quoi. Ouais, il y a rien à manger dedans en soi. Et en France, je pense qu'on est bon là-dedans. En choisir un, c'est trop dur. Allez, le bourguignon. Hop. Bourguignon, Comme ça, très bien. gratuit. Oui, moi je pense aussi à des plats un peu cuisinés, comme je vis à Lille, du coup, voilà, depuis 14 ans. Pour moi, c'est un peu la carbonade qui vient en tête. Mais voilà, le bourguignon, enfin, tous les plats mijotés, je pense que c'est assez typique La peut-être. carbonade, c'est quand même très bon. Alors, c'est bon. est-ce qu'on... Pain d'épices moutarde? Ouais. C'est Moi, ça. je la fais comme ça, en tout cas. Après, Ouais. je suis pas originaire de là, donc moi, j'ai appris à la faire comme ça, mais après... Sarah? Moi, je dirais l'omelette. Ah oui. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être tout simple, mais c'est hyper dur de faire une bonne omelette. Je travaillais, j'ai eu la chance d'avoir comme premier client qui a cru en moi avec Antoine Westerman. C'était mon premier client. Et il m'a dit à quel point. Je lui disais, mais pourquoi tu fais pas plus. Enfin, pourquoi tu fais pas. C'est comme si j'avais quelque chose à dire à un chef de cet acabit, mais je lui conseillais en tout cas, parce que maintenant il a un restaurant de volaille à Paris. Et on est toujours confronté à des clients qui sont végétariens. Et donc, pour ne pas s'en priver, on réfléchissait à des recettes qui pouvaient convenir aussi aux végétariens. Et donc, je lui soufflais de quand même proposer des recettes qui pourraient répondre à cette demande. Et l'omelette, enfin c'est genre lui il a un restaurant maintenant de volaille, donc aller jusqu'au bout et tirer le fil et faire des très 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 bonnes omelettes. Il me dit mais oui c'est une super idée, sauf que après en cuisine, c'est hyper dur de faire une omelette et qu'elle arrive, qu'elle arrive présentable. C'est un vrai job. Hein. C'est un vrai job. Et donc avoir une bonne omelette, c'est pas mal. Les Japonais sont très forts sur la cuisson des œufs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au niveau des omelettes, les Japonais, ils sont très très haut. Très très haut. Obsessionnel. Ils arrivent à faire. En fait, ils ont une technique où ils font une omelette, elle est blanche, quoi. Enfin, elle a pas un pet de trucs qui dépasse, il n'y a pas une coloration, rien. Elle est coulante, elle est crémeuse. T'as des vidéos sur Insta, sur TikTok? Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance avec François d'y aller pour la mairie de Bordeaux. Et c'est vrai que quand on est arrivé, moi, la première fois que j'ai posé un pied au Japon, déjà, ça sent le miso dans la rue, ça sent le bouillon, ça sent le Japon, quoi. Et la cuisson des œufs le premier jour, je m'en rappelle, au petit-déj, je prends une omelette, clac. Hop, il m'a sorti un truc. La perfection. Ah ouais, mais une omelette de mof, quoi. Je me dis, oh les gars, calmez-vous, là. Donc, du coup, j'ai pris du jus de fromage, hein. Non, mais voilà, il y a des trucs, ouais, mais c'est vrai qu'une bonne omelette, c'est bon, quoi. Merci. Qu'est-ce que pour vous cuisiner? Il y a une définition sur ça. Ouais. Ah, c'est quoi? Cuisine, en fait, c'est l'action de cuire quelque chose, en fait. Donc, cuisiner, c'est cuire ou transformer en produit et l'apprêter en le taillant, en le coupant, en le faisant cuire, en l'assaisonnant, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la définition technique. Ça, c'est la définition technique. Et ta définition psychanalytique? De moi, pour cuisiner, cuisiner, c'est mon métier. Donc, c'est une action de tous les jours, mais c'est aussi un plaisir de pouvoir transmettre des émotions à travers ce qu'on va donner aux gens. Donc, c'est un peu ce qui m'anime aussi. Ça, c'est quand on a des clients qui sont réceptifs à ce qu'on a envie de leur faire découvrir ou ce qu'on a envie de partager avec eux, que ça soit un plat de chasse, que ça soit juste un truc simple, un plat en sauce ou autre. Le ressenti en fait du client, c'est l'émotion qu'on lui donne dans ce qu'on met dans l'assiette, quoi. J'ai toujours ce cliché d'Eddie Mitchell qui, dans un célèbre film, a fait une omelette cul nue le matin au petit-déj, devant son fourneau et un tablier, et je me dis, ouais, ça c'est la cuisine en fait, pour moi.
C'est vraiment ça la cuisine. C'est décomplexer, se faire plaisir aux gens. Et puis à partir de là, quand on pige la philosophie, ça va, ça roule, quoi. C'est beau. Merci. Ouais, pour moi, je dirais que c'est un langage de l'amour, finalement. Parce que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais en tout cas, quand on cuisine, c'est pour faire plaisir aux gens. Pour quelqu'un qui va pas bien, on va, je sais pas, lui faire un petit gâteau. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté, vraiment dans l'émotion, quoi. Ouais, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Il y a un côté très émotionnel. En fait, on a une fois de plus transformé quelque chose de très élémentaire et basique physiologique, parce que jusqu'à preuve du contraire, la majorité de ce qu'on mange, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ouais. On a transformé tout cet univers-là en quelque chose de très émotionnel, très sensoriel, très poussé et très perfectionniste aussi. Très pointu. Ouais. Très pointu dans tout, dans la manière de cuire, dans quoi, comment, combien de temps, quelle typologie en fonction. Enfin, on est allé au bout de l'idée. Et c'est devenu quelque chose qui peut devenir aussi simple que magique, finalement. Il y a un truc de la cuisine de maman et de grand-mère qu'on a tous en tête et qui nous fait trop plaisir. Et il y a les grandes expériences où parfois tu es en train de manger quelque part et tu te prends une claque. Tu sais même pas d'où elle est sortie et on te dit, voilà, c'était un plat à base de sardines et on a mis une petite sauce et un truc. Voilà. Je me rappelle, pour ne citer que lui, encore un chef d'une modeste auberge, j'ai eu la chance d'aller chez Plénitude une fois. J'ai pris une gifle intersidérale sur une sardine, quoi. Je me suis dit, mec, il m'a eu avec une sardine. Mais bon. C'est Cheval Blanc. Ouais, c'est ça. C'est Arnaud Donquel. Cheval Blanc au Plénitude, c'est le 3 étoiles Michelin. Et bon, c'est Arnaud Donquel, tu vois, mais à la base, il est parti de quelque part, ce monsieur. Et je me dis, au bout de compte. Il a travaillé quand même pour quelques belles têtes, quoi. Il y a un peu de talent, tu vois, et dans ses équipes aussi, il est pas tout seul, mais encore une fois, tu dis sardine, quoi. C'est le poisson le moins cher sur les étals, souvent. Et le moins sexy. Et le moins sexy, ouais. Sardine en boîte, ça vend pas du rêve. Et pourtant, voilà, c'est la beauté de ce que peut apporter la cuisine, en tout cas, c'est sûr. Sarah ? Alors moi, je suis une très mauvaise cuisinière. Et ce n'est pas grave. Et c'est pas mon métier. Donc, on peut pas tout faire. Voilà, moi, je suis une très mauvaise cuisinière. Donc, c'est vrai que quand je vais manger... en fait, on doit tous manger, tous les jours, 3 fois par jour. Donc, c'est aussi... la cuisine, c'est... On n'est pas à l'écoute de la même façon. Il y a des moments où tu as juste besoin de te nourrir. Parce que t'as pas le temps et que t'es pas dans le mood pour être réceptif à une cuisine. On mange pas tous les jours dans les 3 étoiles aussi. Mais en fait, c'est pas une question d'étoiles. C'est super cool d'aller de temps en temps dans ces très très beaux restaurants avec un service. Mais la bonne cuisine, tu la remarques, quoi, quand tu sais faire la différence entre un plat quand tu vas dans un resto juste pour te nourrir et quand tu as en bouche quelque chose d'exceptionnel, ça se remarque. Enfin, tu vois, en fait, il y a une intention derrière. Tu ressens l'intention qu'il y a eu ou pas chez un chef, chez le chef en cuisine. Et voilà. Et donc, en général, c'est des émotions. Il y a des émotions. Tu reçois ces émotions-là. Tu les reçois alors que le chef n'est même pas devant toi. Tu les reçois grâce à ton palais. Et donc voilà, il y a la cuisine, il y a la bonne cuisine, il y a la très bonne cuisine. On n'y est pas réceptif au même moment. Mais quand t'as un produit exceptionnel en bouche, tu le remarques très facilement, quoi. Ça s'attrape. Ça s'attrape, ça se catch. Voilà. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion ? L'obsession. C'est ça. Ouais, ça a du sens, non ? Obsession, répétition. Ouais, je pense que quand t'as une passion, t'es animé. Moi, ma passion, j'ai pas vraiment de passion dans la vie à part mettre. Moi, ma passion, c'est quand je te montre mes veines, mais c'est vraiment mon excitation, c'est quand j'ai une bonne nouvelle à apporter à un client, qu'il a eu une parution dans un média. Quand je réussis à mettre en contact les personnes ensemble, tu vois, et à faire savoir ce que des gens exceptionnels font aux bonnes personnes. Ça, c'est mon obsession, c'est mon travail, quoi. Mais et donc je pense qu'il faut que tu sois obsédé, que tu vives pour quelque chose et c'est comme ça. Souvent, on te dit pour que t'aies pas l'impression de travailler un seul jour dans ta vie, il faut que tu trouves qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend heureux, tu vois.
Trouve ça et tu vas t'éclater pendant de très longues années. C'est l'obsession que tu dois avoir, c'est trouver ce qui t'anime, trouver ce qui te rend heureux, et ça va changer ta vie. Antoine ? Je rejoins complètement Sarah sur ça, en fait. Le fait d'être passionné par quelque chose, quand tu te lèves et tu te dis, tu n'as même pas le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire, et alors que ça va l'être, mais que tous les jours, en fait, c'est ce qui te dit, allez, on y va, quoi. Pour moi, ça serait plus passion sauce, quoi. Vraiment. Passion sauce, parce que, voilà, pas de place en sauce. C'est pas parce qu'il faut mettre du pain dedans, hein, c'est parce que c'est un peu compliqué, en fait, pour moi, de jamais avoir ce truc qui va... En fait, la sauce, elle sublime le plat. Elle est là pour accompagner, mais elle est aussi là pour mettre en valeur tout ce qui va y avoir dans l'assiette. Donc, c'est vraiment... c'est pas une obsession, mais ça va peut-être le devenir un petit peu quand même, au bout d'un moment. C'est bien, tu as encore dévoilé quelque chose de toi. Je m'ouvre vraiment complètement aujourd'hui, je sais pas. Il se passe un truc. Caroline, la passion. Moi je rejoins un petit peu les autres aussi. En effet, c'est ce côté, quelque chose qui t'anime, pour lequel tu peux pas vivre sans ça. Je sais pas, je réfléchis. Oui, et quelque chose, quand tu le fais aussi, où tu vois pas le temps passer. Tu sais, t'es pris dans ton truc et finalement, voilà, t'es tellement bien dans ce que tu fais que finalement, tu vois pas le temps passer. Et aussi, je dirais, parce que moi, par exemple, le podcast, c'est quelque chose que je fais en dehors de mes activités professionnelles, qui n'est pas rémunérateur, etc. Et c'est aussi, voilà, tout comme toi, Virginie, également. C'est vraiment, voilà, ce genre de choses que les autres ne comprennent pas, des fois, parce qu'on dépense, évidemment, quand il faut louer un studio. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aux gens ? Non. Non, mais tu sais, non, mais c'est ça. Non, mais moi, je les laisse, tu vois, mais c'est vrai que souvent, c'est bon, mais ça, tu payes pour faire ça, en fait. Parce que ça énormément. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que, c'est ce que j'aime bien dire sur mes réseaux sociaux, c'est que se nourrir, finalement, c'est pas juste l'alimentation, c'est aussi tout ce qui nous entoure, les gens qu'on rencontre, les concerts qu'on va voir, les films, etc. Et moi, je suis bien plus riche, en fait, des rencontres que je fais, que de l'argent que je gagne, quoi, finalement. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça, la passion, en fait. C'est quelque chose qui, finalement, on n'a pas besoin d'être monnayé, forcément. Et c'est comme ça, et je rebondirai sur ce que, si je peux me permettre, je pense que c'est en ne cherchant pas l'argent, tu vois, en étant tellement passionné par ce que tu fais, tu vois, par ton podcast, qu'à un moment donné, l'argent va venir à toi. Parce que les gens veulent faire des collaborations avec toi parce qu'ils sentent ton énergie, ils sentent la sincérité de ta passion. Et c'est à ce moment-là que l'argent vient. Il faut pas chercher l'argent. En cherchant l'argent, il vient pas. C'est sûr. C'est l'inverse qui attire l'argent. C'est la passion, c'est la sincérité. C'est vrai. Paul, on termine avec toi. La passion, je dirais qu'on peut la représenter, tu sais, comme on dit la flamme, tu vois, à l'intérieur, le feu ardent. C'était pas juste une image, à mon sens. C'est quelque chose de brûlant, de palpitant. Quand t'es passionné par quelque chose, ça peut te réveiller la nuit, t'empêcher de t'endormir. Ça peut te secouer. Quand t'es sur un coup, tu sais, t'as le cœur qui bat vite, l'adrénaline et tout. C'est très physique, finalement, comme sensation. Donc, je la qualifierais plus comme ça, la passion. Ouais, comme un truc brûlant, quoi. Un truc qui t'attrape et puis tu t'y vas. Soit tu paniques complètement et la flamme te consume et tu passes à autre chose. Soit tu l'entretiens et puis tu t'y vas, quoi. De toute tu la traverses. Tu la traverses et tu te la mets sur le dos. Au bout d'un moment, c'est ta pote, quoi. Tu t'es là, tu dis ok, ça devient un indicateur. Mais maintenant, j'ai une espèce de jauge à excitation. Tu vois, je me dis ça. On me propose des trucs, parfois, je me dis. Ça me stimule pas plus que ça. Il y a des trucs, parfois, je redeviens débile, tu vois. Je me dis, alors ça, je pourrais y aller, mais sans réfléchir, vraiment. Mais la folie, en fait. Ouais, il y a une part de folie, on verra ce qui se passe, totalement. Ouais. Merci. Je vais conclure. Ce que j'aime dans ces rencontres, c'est cette évidence. Malgré des parcours différents, les valeurs se répondent, se complètent, se nourrissent. La créativité, la convivialité, le respect du terroir, de l'artisanat, l'émotion et surtout l'envie de transmettre. Merci à vous quatre pour cette conversation très sincère, un peu psychanalytique. Merci à vous de continuer à faire vivre cette passion. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Virginie, pour l'invitation. Merci, Antoine. Merci, Virginie. Merci, Caroline. Merci à toi. Et merci, Paul. Merci à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter.
À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.